Voilà, voilà. Monsieur Lefebvre, maintenant on vous voit mais on ne vous entend pas. On vous a demandé si vous nous entendiez et vous n'avez pas répondu. Ah non, moi non, je vous entends maintenant, mais je vous Oui, entends. mais ça c'est par téléphone. D'accord. Bon, pourquoi est-ce qu'on m'entend pas maintenant? Parce que moi, c'est vrai que j'entends de loin ce que j'en... Voilà, c'est parce que sûrement que ces gens sont en train de parler là-dedans. Oui, parfois Voilà. pendant la réunion. Alors cette fois-ci, je vous crois, mais je vous entends plus. Ah voilà, ça vous entendez? Ah oui, vous entendez. Allô, allô, 1, 2, 3, 4, 5, bonjour, c'est Willy. J'entends bien, monsieur. Ah, j'entends des voix maintenant. Très bien. Bonsoir, monsieur. Ah, bonsoir, donc on m'entend et on me voit. Oui, on vous voit en Oui, pleine tout à forme. fait. Merci de votre présence. ce Eh bien soir. voilà, donc maintenant je me tais et j'attends. On vous fera signe. Voilà. C'est parfait, Pour merci l'instant, beaucoup. je crois que vous Bonne pouvez réunion à vous. profiter des sourires. D'accord, Et je pense que tout le monde est bien heureux de se retrouver ce soir en ligne. c'est parfait. Voilà, pour le moment, c'est vrai, vous attendez et Vous êtes dans la salle d'attente, comme on dit. Je crois que Voilà. dans Voilà. 5 minutes, on démarre. Pas donc de à souci, 30. faites à votre aise. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Je vois la liste qui s'aligne. Juste peut-être, Monsieur Lefebvre, Oui, je fais part déjà aux membres qui étaient là il y a 10 minutes ou 5 minutes en ligne de votre volonté, de votre accord pour qu'on enregistre la partie où vous allez faire l'exposé. C'est toujours d'accord? On enregistre et je partage avec vous et les membres, d'accord? pas de souci, il n'y a aucun souci de mon côté. Ça va. Très bien, merci. Hugo nous rejoint. Bonsoir, Hugo. Grüßen Sie. Bonsoir. Grüß Gott. Herzlich willkommen in Rotary Europa. Herzliche Grüße aus Österreich. Ja, prima. Aus den Bergen. Hugo, tu es toujours parmi tes montagnes? Tout à fait, tout à fait. C'est mon confinement allemand, voilà. Et notre speaker du jour, notre porte-parole, Monsieur Willy Lefebvre, est déjà en ligne. Donc, il est 19h26, plus que 4 minutes et nous démarrons. Tout ça pour dire, Yannick, qu'il ne faut pas raconter des bêtises devant Monsieur Lefebvre. Oula, Et on ne met pas les doigts dans Soyez le nez, sage. surtout devant la caméra. Vous notez la convivialité, hein, Monsieur Lefebvre. oui. Je n'ai pas Oui, encore retenu c'est- tous les noms. Hein. Voilà. François On a Zucker. tous. Ah, ça y est, je te vois, Daniel, c'est bon. Vous savez, Monsieur Lefebvre, d'habitude, ils ne se supportent pas, tous ces gens-là. Mais là, pour vous, ils sont très polis et très gentils. Oui, d'accord, je vois, je constate, effectivement. Il y a beaucoup de... D'accord. C'est ça, Alexandre. Pardon? Il faut tous aller. Voilà, c'est un effort exceptionnel dans la convivialité pour ce soir. Voilà. Extraordinaire. Mais c'est bien la preuve que ce sont les mots qui lient les gens. Donc, voilà. Bonsoir. Et voilà, il est 19h30. Je donne la parole à notre président. Protocole, voilà. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette 1103e réunion de notre club. Encore une fois en réunion. Le thème du mois, c'est la jeunesse. Et comme vous avez bien compris, nous avons l'exposé de M. Willy Lefebvre sur les passions d'un ancien libraire. Donc le protocole est assuré par Vincent, que j'aide toujours au début, sous la présidence de Georges, secrétaire Edwin, et l'accueil est assuré par René, l'accueil et le compte-rendu, que nous remercions chaleureusement. Et peut-être le président, si tu permets, je vais juste encore répéter, puisque maintenant nous sommes plus nombreux, qu'aujourd'hui, exceptionnellement, nous voudrions que tout le monde garde les caméras allumées, pas les micros parce que c'est les micros qui posent le plus de problèmes, parce que notre conférencier, M. Lefebvre, voudrait voir nos réactions quand il va parler avec nous. Donc les caméras allumées, il est aussi possible d'intervenir pendant l'exposé de notre conférencier.
Par contre, je vous prie de lever virtuellement la main avec le petit signe pour que je donne la parole dans l'ordre. Et une dernière chose par rapport aux aspects techniques, je vais essayer d'enregistrer l'exposé de M. Lefebvre que je vais partager avec lui-même et tous les membres du club pour la relecture éventuellement après. Donc ceux qui veulent absolument pas qu'on les voit, je vous demande de parler avec les caméras éteintes, mais sinon, voilà, gardez vos caméras allumées s'il vous plaît. Sur ce, je passe la parole avant de passer aux compensations et d'autres annonces à notre président Georges. Merci Georges. Merci Alexandre. Bonjour chers amis. Quel plaisir de vous retrouver comme tous les mardis soirs. Nous sommes peut-être un tout petit peu moins nombreux, quoique, à mon avis, certains vont arriver d'ici peu. C'est, je crois, déjà notre 8e semaine consécutive où nous nous réunissons de manière virtuelle, mais toujours avec une bonne assiduité, ce qui me remplit le cœur de joie. Alors, merci Monsieur Lefebvre d'être parmi nous ce soir. Je pense que Françoise ne manquera pas de vous présenter à nous tous. Et je vous souhaite donc la bienvenue et je m'empresse de recéder la parole au chef de protocole. Merci. Merci Georges. Je vais passer rapidement la parole à Edwin pour les communications du secrétariat, mais je sais pas si... J'ai rien de spécial à dire, donc ça va très vite. C'est très vite, merci Edwin. Alors je passe la parole à Françoise pour vous présenter notre conférencier, s'il vous plaît. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur Lefebvre, encore merci d'avoir accepté mon invitation à venir nous parler au club de Rotary Bruxelles-Europe. Maintenant que vous avez vu, chers membres, le visage de Monsieur Lefebvre, peut-être ne vous est-il pas tout à fait inconnu. Si vous aimez lire, si vous étiez à Knock entre 2000 et 2010, vous avez certainement croisé Monsieur Lefebvre, qui était un pilier de la librairie Cormon. Il vous a certainement tourné autour pour voir à quoi vous vous intéressiez. Peut-être vous a-t-il ouvert un livre en vous lisant quelques lignes, parce qu'il a une connaissance époustouflante de la littérature en tout genre, et il était toujours disponible pour vous aider, vous conseiller, et surtout pour nous permettre de passer un bon moment dans sa librairie. Alors le hasard a voulu que j'ai plus tard rencontré M. Lefebvre. Son visage tout de suite m'a dit « je vous connais ». Il m'a dit « oui, ça doit être à Knock chez Corban ». En effet, parce que quand on retourne à la librairie, c'est toujours un visage qu'on connaissait bien. Voilà. Alors M. Lefebvre se décrit comme un passeur de beaux mots, comme un prescripteur de saines addictions et pour un découvreur de talent. Alors, comme disait très bien René tout à l'heure, pour une fois, nous allons parler de mots et pas de mots. Je crois que là, merci René, c'était le mot qu'il fallait dire. Alors voilà, Monsieur Lefebvre, je vais vous passer la parole et le sujet dont vous allez nous entretenir ce soir, c'est blogueur, ancien libraire, un passionné. Merci d'avance et nous vous écoutons avec énormément d'intérêt. Je vous passe la parole. Merci beaucoup Madame Rosy, bonsoir Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'accueillir au sein de votre réunion. Comme l'a souligné Madame Rosy, c'est le grand hasard qui a fait que, habitant Bruxelles et en besoin d'un ophtalmo, je me présente à la clinique où elle officie, mais j'ai besoin d'un ophtalmo et c'est Madame Rosy qui se présente. Évidemment, comme elle l'a si bien expliqué, on s'est rapidement reconnu, mais j'étais très surpris de retrouver cette dame avec qui j'avais déjà eu de nombreuses conversations en tant que libraire et elle en tant que cliente. Évidemment, bon, comment devient-on libraire? C'est toujours la grande question. Je suis tombé dedans vraiment par hasard. Je suis un ancien commercial pendant toute une carrière d'indépendant. J'ai fait la route, toujours au départ de Knock. Et un beau jour, fin de journée, vraiment énervé, épuisé par les bouchons que j'avais rencontrés déjà depuis Louvain, contourner Bruxelles, sur l'autoroute vers Knock, donc en passant par Alostegan, des bouchons épouvantables,
Je n'avais plus d'horaire pour rentrer, si bien qu'un jour au soir, je prends les clés, je les dépose au garage Volvo, et là je me retrouve sans voiture, je rentre à pied chez moi. Ma femme me dit, mais tu as mis la voiture en entretien, qu'est-ce qui s'est passé, tu as eu un accident? Je lui dis, non, plus de voiture, on va la revendre. Ah bon, me dit-elle, et je lui explique, ras-le-bol de faire la route. Après quelques jours, évidemment, elle se dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, j'en sais encore fichtre rien, nous sommes à la veille des vacances, donc j'aurai tout le temps d'y réfléchir, je reprendrai mes activités. En septembre, octobre, je verrai bien par téléphone ou des contacts, nous verrons. Et elle me dit, écoute, on vient de mettre une affiche recherchant un job student pour l'été, va voir chez Cormand. La librairie et le libraire me connaît, je me présente à nouveau en disant, écoutez, moi je viens non pas pour acheter quelque chose, mais surtout pour cette affiche-là, et j'explique un petit peu la démarche, que je ne veux plus rouler en voiture, et que je suis prêt à faire quelque chose ici à Knock, et peut-être mieux à la librairie. Ben, me dit-il, pourquoi pas, on se connaît depuis de nombreuses années. Et me voilà, au salaire d'un jobiste, en juillet et en août, en train de m'amuser, à reprendre des contacts avec des gens que je connais. Donc, je deviens libraire, je découvre, non pas en tant que client, mais maintenant en tant que libraire, donc je suis de l'autre côté du comptoir. Évidemment, après 2 mois, le patron s'inquiète un peu en disant, mais écoutez, on arrive ici fin de saison, que comptez-vous faire à présent? Je dis, je n'en sais encore fichtre rien, je me suis tellement bien amusé que je ne me suis pas encore posé la question. Effectivement, me dit-il, on a vu que ça vous plaisait. Il se penche, il ouvre sa mallette et il me met sous le nez un contrat d'employé. Alors, imaginez, il y en a sûrement parmi vous qui sont des indépendants, vous savez ce qu'est la vie d'un indépendant, et moi, qu'est-ce que je vois sur ce contrat? Que sans rien faire, tout compte fait, chaque mois, drelin, sur mon compte en banque, je vais avoir quelque chose qui va tomber. Plus de frais de voiture, pas à courir après mon argent sur les routes, enfin, je dis oui, et j'accepte. Donc me voilà, et je deviens employé dans une librairie que je connais depuis 30 ans là-bas. Donc, le contact ayant été fait en juillet et en août, la clientèle s'est déjà habituée à me voir là-bas, donc ça démarre et je deviens libraire, donc je deviens maintenant le spécialiste de la découverte des choses littéraires qui m'ont passionné toute une vie. J'ai toujours lu, au moindre moment j'avais toujours l'un ou l'autre livre, et comme vous sûrement, j'avais à côté de moi déjà des piles de livres, parce qu'on achète aussi par pulsion, parce qu'on a des envies, puis on amasse. Donc je deviens libraire, et ma passion va se transmettre auprès des clients. Évidemment, j'observe, je vois un peu comment ça se passe, et je vois toujours, et j'espère qu'il n'y en a pas trop parmi vous qui aiment le fast-food, comme on aime la fast littérature. Bon, évidemment, on doit passer par du Musso, par de la Mélinotton, par tous les grands noms que tout le monde connaît, mais il y a énormément de petites pépites. Et un exemple, au fil des semaines, le libraire me demande de dégager un peu certaines choses dans la cave qui sont de vieilles histoires, des vieux livres invendables entre guillemets, et avec un jeune garçon avec qui je collabore pour d'autres activités encore maintenant, nous découvrons dans les cartons de cette cave qui sont destinés à aller au pilonnage, on retrouve des petites choses. Et on se dit, mon Dieu, tu as lu ça? Ben oui, mon père avait ceci, ou bien j'ai lu ça. Donc on met de côté des petits bijoux dans l'intention de les rouvrir, enfin de les redécouvrir, et voilà. Une cliente rentre, elle achète qui, que, quoi, dont, où, lequel et ses 12 formes, et puis je vois qu'elle tourne, elle me demande, mais nous recherchons une petite pépite. Ah, je dis, oui, ben écoutez, c'est peut-être pas très nouveau, c'est même quelque chose de très ancien, mais c'est savoureux. Et je sors cette vieille antiquité, et je lui mets sous le nez, ah, ça va sûrement plaire à l'ami ou à l'ami en question. Boum, voilà. Donc, je suis en train de ressortir du fond de la librairie, ce qu'on appelle un fond, des choses qui avaient été oubliées, qui avaient pris la poussière, et qui plaisent aux gens. Tout compte fait, je me suis aperçu que les gens achetaient toujours tout de ce dont on parle dans les top 10 des magazines, mais ils sont aussi à la recherche parfois de petites perles dont on ne leur parle jamais. Et c'est là qu'est devenu, je vais dire, le plaisir de faire découvrir ces petites choses aux gens qui se présentaient, qui étaient à la quête de quelque chose. Si bien qu'au fil du temps, je connaissais la clientèle, je découvrais aussi dans les nouveautés d'autres livres qui étaient, je vais dire, susceptibles d'intéresser un tel ou un tel,
peut-être monsieur ou peut-être madame, mais pas monsieur ni madame, parce que là, ils sont plus dans la philosophie, un tel est plus dans le roman, lui, il est dans l'historique, donc je dois un petit peu connaître la clientèle. Si bien que parfois je téléphone à l'un ou l'autre en disant, écoutez, il y a quelque chose qui est rentré, on en a reçu malheureusement que 3, est-ce que vous venez en week-end, j'en mets 1 ou 2 de côté, je vous les montrerai. Et ils venaient, ils disaient, ça c'est... Donc, je découvrais un petit peu la clientèle d'une librairie, les affinités qu'un tel ou une telle pouvait avoir, et c'est de là qu'est venue un petit peu la petite réputation que je me suis fait à Knox, c'est que j'avais toujours des petites choses qui pouvaient plaire à l'une ou l'autre personne. Madame Rosier a souvent été interpellée lorsqu'elle venait, c'est que sachant ou connaissant un peu ses affinités ou d'autres personnes aussi, j'ouvrais souvent, non pas au hasard Madame Rosier, mais c'était préparé. Un ancien commercial, c'est toujours très dangereux. Un ancien commercial, c'est un manipulateur. Il arrive avec un bon de commande qui est vierge et il doit sortir avec un bon de commande rempli. Et comme je l'ai déjà expliqué dans une autre interview, accompagné du bon de commande doit toujours être joint le chèque pour couvrir la commande en question, pour ne pas devoir courir après son argent. Donc, j'avais toujours une page dans tel livre, une autre page dans un autre livre pour dire « ça va vous plaire ». Évidemment, je savais et je disais « j'ai la tête et le cœur broyés et lessivés par les roulis des mots. Ah mon Dieu, ça c'est beau. Je prends. » Mais, que se passait-il? Et ça j'observais. C'est pendant que j'expliquais à Madame Rosier que j'avais quelque chose pour elle, la petite dame qui s'appelle l'autre Françoise Millot à côté, ou bien Madame Anne qui était là, tendait l'oreille en disant « Oula, il est en train de refiler quelque chose à l'autre personne qui a l'air de le connaître et ça a l'air de lui plaire, et pouf, vous en avez un autre, monsieur. » Donc, conclusion, le temps de causer, de terminer avec Madame Cousy, les 5-6 livres qui étaient sur la table disparaissaient. Mon petit coup de cœur venait de partir. Évidemment, le libraire n'était pas habitué à voir ce genre de choses. Où avez-vous rangé les 12 bouquins qu'on a rentrés jeudi ou mercredi ou jeudi? Ben, jeudi, ils sont vendus. Comment ça? Et voilà, donc il observait que quand je faisais passer un message à quelqu'un, les gens, je vais dire, fondaient comme neige au soleil. Ça, c'est une première chose qu'il fallait constater. Ma compagne, ici présente, peut témoigner un petit peu de la sournoiserie que j'employais parfois pour lui dire, ben, écoutez, alors qu'elle avait déjà 12 livres sur le comptoir, là, j'ai encore une petite perle pour la prochaine fois que vous viendrez. Ah bon? Et je disais, oui, voilà, ça correspond à vous. Et je le reprenais, je le mettais ostensiblement sur le côté. Mais non, dit-elle, je vais déjà le prendre parce que je ne sais jamais. Bouf, conclusion, on partait avec 16 ou 18 bouquins. Donc ça, c'est la finesse de pouvoir proposer des choses, de tenter des personnes. Alors, je reviens un petit peu à une conversation que j'ai eue hier avec monsieur Alexandre, quand je lui demandais qu'est-ce qu'il lisait. Donc, j'ai constaté que monsieur Alexandre, lui, il était très dans son métier, très dans sa formation, donc il était plutôt spécialisé dans un genre de littérature. Qu'est-ce que je dois faire, moi? C'est casser ce noyau, essayer de le distraire de ce qui le passionne, lui, en lui disant, mais écoutez, c'est comme une bonne bouteille de vin, on peut l'ouvrir n'importe où, et on va déguster quelque chose qui va... À votre santé, Alexandre. Et on va déguster quelque chose, non pas avec un verre, mais avec des mots. Et c'est comme ça que, là, je vais dire, la passion est venue, la passion de transmettre ses plaisirs. Et encore une fois, comme je l'expliquais tantôt, bien souvent, il y a une dame qui est un peu pressée, qui me demande, tiens, j'ai besoin du bouquin que vous parliez à la dame tantôt, est-ce que je peux l'avoir? Je dis, oui, me dit-elle, parce que j'ai entendu, mais je suis pressé, j'ai rendez-vous chez la coiffeuse. Je vous assure. Excusez-moi, vous vous rappelez, hier, je vous ai dit que dans les années 80, c'est comme ça qu'on vendait les bouquins en Pologne. Mais c'est pour ça qu'on se rejoint, voilà, on s'est rejoint facilement un petit peu, donc vous connaissez un petit peu que ce que je raconte est une finesse du libraire, voilà. Mais alors, la dame, je reviens à ce que je disais, lorsque elle sortait de chez la coiffeuse, elle me dit, monsieur, je ne l'ai pas encore lu, dit-elle comme ça, mais j'ai 2 amis après-midi que je vais rencontrer lors d'un cocktail, est-ce que je peux encore en avoir? Donc, conclusion, voilà, j'avais vendu un livre à une dame qui n'avait pas encore lu, qui venait déjà m'en racheter 2 et 3 dans l'après-midi, 1 heure ou 2 après. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu, c'est faire passer le message. Alors, je disais toujours à mes clients, qu'est-ce que vous aimez lire? Ah, mais j'aime bien ceci, j'aime bien cela. Et pourquoi n'aimez-vous pas ceci ou n'aimez-vous pas cela?
Alors évidemment, j'essayais de les sortir du sentier qu'ils avaient l'habitude de fouler, et moi je venais avec quelque chose qui n'était pas évidemment dans leur optique, comme avec M. Alexandre hier, qui me disait, oui, moi j'ai lu ceci en 1 mois et demi, 2 mois. Mon Dieu, formidable, je suis comme vous, quand je lis, je mets le temps. Pourquoi je mets le temps? Parce qu'encore une fois, je suis conscient du travail de l'écriture. Quand quelqu'un me dit, mon Dieu, j'ai lu en 2 heures, ou en une soirée, ou en une nuit, l'ouvrage que le gaillard a mis 1 an et demi ou 2 ans à écrire, je dis, c'est scandaleux. C'est comme si vous allez au restaurant et hop, vous avalez tout, l'apéritif, l'entrée, le plat consistant, le fromage, la crème glacée, vous sortez. Et qu'est-ce que vous avez goûté? Rien, tout vous a échappé. Eh bien, la lecture, c'est ça aussi. C'est de pouvoir déguster le travail qu'a fait l'auteur pour écrire. Autre sujet. L'écriture, c'est quoi l'écriture? Bon, il y a toutes sortes d'écrivains. Il y a des écrivains qui sont des doux rêveurs, j'en connais beaucoup. J'en ai qui sont, je vais dire, avec des diplômes, qui sont bardés en philologie romane et tout ce qu'on... Donc ils écrivent, oh mon Dieu, très bien, hein, très académique, ils racontent bien. Mais ils n'ont fait que raconter, comme un journaliste peut raconter quelque chose, peut-être parfois avec un peu de poivre ou un peu de sel en supplément, mais je ne suis jamais parvenu à souligner quelque chose dans les 100 premières pages. Souligner, pourquoi? Souligner, c'est comme une petite croix qu'on peut faire dans la marge d'un ouvrage, c'est quand un mot ou une expression ou une idée vient de vous interpeller, et vous vous dites, mon Dieu, c'est quoi ça? Et c'est là alors que le livre se referme, que vous vous retournez vers l'un ou vers l'autre, votre compagnon ou votre compagne, et vous vous dites, écoute, tu sauras que tu as lu un grand livre lorsque beaucoup te tomberont des mains. C'est pas préparé ce que je viens de vous dire. Hein. C'est un ouvrage qui est ici, dont j'ai fait la préface, qui s'appelle Des mots de contrebande. C'est édité aux éditions La Trace, et qui sont tout compte fait des petits billets. Ce sont des petits billets qui, un jour, sont découverts sur une page Facebook que j'ai créée. Je recevais de l'auteur, par la poste, des petits mots comme ça. Et puis un jour, j'ai pris contact avec son épouse, et j'ai demandé, eh ben, est-ce qu'on pourrait créer une page Facebook avec ces petits billets que je reçois? Donc j'ai reçu les petits billets, je les ai publiés sur une page Facebook, un éditeur est tombé sur cette page et a été surpris de découvrir un petit peu ce que j'appelais moi les billets d'Alain Cadéot, et il a pris contact avec l'auteur, et là ils se sont mis d'accord pour éditer, et d'autres aussi, billets d'Alain Cadéot. Donc je rappelle le titre, ce sont des billets qui ont été transformés entre guillemets en des mots de contrebande. C'est un auteur français qui est un peu comme Pagnol. Il vit dans les montagnes, j'ai eu la chance d'aller chez lui, de le rencontrer, de l'interviewer, et là, c'est vraiment l'artiste. C'est l'artiste qui se lève à 5-6 heures du matin, qui met encore dans les cendres rouges une bûche, qui allume une cigarette et qui s'épanche des as sur un grand livre qu'il a sur son bureau, où il griffonne, où il crayonne. Ce qu'il avait dans la tête lorsqu'il s'est réveillé, il le couche déjà sur papier. Évidemment, comme tout bon français, hop, il va chercher sa baguette, il fait un petit tour dans la montagne, il revient, un autre petit... Et voilà, donc c'est vraiment l'auteur, c'est vraiment l'écrivain. Donc c'est un monsieur que j'ai appris à découvrir, mais des écrivains comme ça, il y en a des dizaines, en France, dans toute la francophonie, en Belgique. Et je viens maintenant aux auteurs belges. Pourquoi restent-ils si méconnus, les auteurs belges? Pourquoi devons-nous nous propulser toujours sur le top 10 ou le top 20 de ce qui est le bien vendu pour acheter quelque chose? Hérésie, comme je l'ai dit dès le départ, c'est du fast-food. Essayons de découvrir autre chose, le genre de petites choses que Vincent picore, là, qui sont délicieuses à prendre, délicieuses à goûter, et qu'on peut jouir, et voilà, tout en écoutant un libraire parler. Mais c'est ça les petites bonnes choses, c'est ce qu'on peut déguster. Et voilà un petit peu ce que j'ai rencontré aussi en étant, je vais dire, de l'autre côté de la barrière, non plus en étant libraire, mais en étant, comme vous et comme moi, chez moi, en train de lire, et puis d'aller donc à l'une ou l'autre réunion, où j'ai commencé à rencontrer aussi d'autres personnes qui étaient des passionnés.
il y a des écrivains extraordinaires, il y a des auteurs, poètes extraordinaires. Et ça, si vous allez sur ma page Facebook, qui s'appelle donc Willy Lefebvre tout simplement, j'en ai une autre qui s'appelle Les plaisirs de Marc Page, et j'en ai encore une autre, et encore une autre, et encore une autre, à n'en plus finir. Pourquoi est-ce que j'ai ça? C'est parce que quand j'ai quitté la librairie, un ami m'a dit, écoute, j'ai rencontré un tel ou une telle qui ne tombe plus vers la librairie, il se demande où tu es passé, et d'où l'idée de créer cette page pour que les gens puissent retrouver les coups de cœur que j'avais. Même pendant quelques mois, j'ai écrit, je vais dire pour un ancien client que j'avais à Knock, j'ai écrit dans le magazine Ubupan. Là, j'ai tenu pendant une bonne année donc une chronique sur une page entière, ce qui fait que, retrouvant le monde des distributeurs, le monde des représentants qui lisaient mes chroniques via le PAN, ils se sont pris à l'idée de me dire, mais tout compte fait, on le connaissait déjà à Knock, on le retrouve ici à Bruxelles, on va lui envoyer les nouveautés et il va faire des chroniques. Donc j'ai commencé à chroniquer, donc c'est pour ça que j'ai créé différentes pages sur Facebook. Et ce que j'ai aussi imaginé avec le jeune homme que j'avais rencontré chez Cormand, qui faisait un job student et qui habite Bruxelles ici aussi, c'est qu'il m'a dit, mais écoute, on pourrait se retrouver et faire des soirées littéraires. Si bien qu'en bas de chez moi, il y a un restaurant corse qui s'appelle l'Île aux Corse. Et un jour, en sortant, il me téléphone, qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? J'ai rencontré un tel, on a décidé de se revoir. Et, dit-il, on pourrait alors organiser les fameuses rencontres que je t'ai dit, et on va les appeler les roulades littéraires corsées. Eh bien, aux roulades littéraires corsées, on pensait démarrer à 8, 10, 12, on s'est trouvé déjà 20 personnes, parce que nos amis des amis sont venus autour d'une salade corse, et on avait l'idée d'inviter un auteur belge qui s'appelle Martin Rieland, puis on a invité un éditeur belge, et comme ça, la boule de neige, on a fait 25-30 réunions déjà jusqu'à présent, que nous faisons à des moments quand bon nous semble, un mardi, un mercredi ou un jeudi. Jamais fin de semaine ni début de semaine, mais vraiment, parfois on reste un mois sans rien faire, mais donc on a créé donc les roulades littéraires corsées. À côté de ça, j'avais des représentants de diffuseurs ou de distributeurs qui prenaient contact avec moi en disant, écoutez, on a tel auteur qui vient en Belgique et il va chez Filigrane, il va à la RTBF, ceci et cela. Est-ce qu'il ne pourrait pas aller chez vous? Vous ne pourriez pas le recevoir. Donc j'ai commencé alors et j'ai créé une page qui s'appelle Causerie avec. Donc si bien que chez moi, là, vous voyez où je suis, à côté de moi, il y a un autre fauteuil qui est là, et il s'installe dedans, et ça s'appelle donc Causerie avec. J'ai eu des auteurs belges, j'ai eu un poète belge qui s'appelle Jean-Claude Cromlinck, CJ, toute une histoire, il faut aller voir dans Causerie avec, vous allez retrouver toute la causerie. J'ai reçu, je vais dire, un metteur en scène d'un petit théâtre à Bruxelles qui s'appelle La Flûte Enchantée. J'ai reçu Jean-Baptiste Barognan, qui est un écrivain belge qui était avant éditeur chez Marabout et dans d'autres grandes maisons. J'ai reçu tout le monde, même, je vais dire, allez, qui répond, allez, Yasmina Kadra est venue chez moi aussi. Donc voilà, donc ça sont mes causeries avec. Mais, c'est pas encore tout. C'est que des personnes qui habitent Louvain, qui habitent Anvers ou ceci ou cela, ont parfois un ami écrivain que je connais. Si bien que maintenant, on a toute une autre série d'activités où on appelle ça « un ami nous reçoit ». Et alors, on va chez un ami, on va à Louvain, on va ici à Anvers, ou bien on va à Bruxelles, et là, on est reçu, évidemment, il y a toujours des tables magnifiques, le buffet est toujours incroyable, on se retrouve toujours avec 25-30 personnes, et les 2 ou 3 auteurs qui m'accompagnent sont évidemment contents de rencontrer 30 ou 40 personnes qui sont, je vais dire, des férus de littérature, qui aiment bien de rencontrer des auteurs, mais dans un cercle privé, et pas dans un endroit public comme une librairie. Donc voilà, je lis, j'organise des causeries, je reçois donc les auteurs chez moi, je fais énormément de montage vidéo parce que j'aime bien qu'il y ait une trace de quelque chose et non pas comme un journaliste qui a écrit son papier, une fois qu'il a écrit c'est oublié, il y en a un autre et chaque semaine il y a quelque chose. Moi j'aime bien de temps en temps, tiens je vois parler de XY, je l'ai rencontré, il est venu faire une causerie chez moi, je ressors la vidéo, le petit clip de son livre, de son précédent ouvrage ou d'un autre, mais je reparle de XY. Et c'est ça qui fait que mon tam-tam fonctionne toujours et que je m'amuse depuis 8 heures du matin jusqu'à 2 heures du matin. 5, 6, 7, 8 heures de sommeil me suffisent largement. Donc voilà, ça c'est un passionné, quelqu'un qui lit. Et quand je lis, je suis, je vais dire, très lent, parce qu'encore une fois, quand je souligne, j'aime partager des petites choses.
Et je fais aussi partie, non, je vais en curieux parce que je ne suis pas écrivain, mais je vais souvent à l'association des écrivains belges. Et là, je rencontre des auteurs ou des écrivains avec un grand E et un grand accent aigu, mais ce sont des écrivains parfois qu'on peut rencontrer. Ce sont des gens qui ont une cour autour d'eux et qui écrivent des choses, mais où il n'y a pas d'émotion, où il n'y a pas d'âme. Mais heureusement, il y en a. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer là-bas, à l'association des écrivains belges, un nommé Thierry Wertz. Évidemment, la première fois que je le vois, ce monsieur est assis à côté de moi, je lui dis « Bonjour, comment allez-vous » Et je me dis « Mais où l'as-tu rencontré? Peut-être dans une autre rencontre, dans une librairie, ou ceci, cela. » Je ne me souviens plus, il me regarde toujours avec un petit sourire. Je dis « Pourtant, on se connaît, savez-vous, on se connaît. » Oui, qui dit, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle Fort intérieur, édité dans une maison d'édition parisienne qui s'appelle Pipa, et on parle de son ouvrage, qui est un bijou de petits haïkus. Je les découvre, il y a chaque fois une petite histoire, et les haïkus qui se terminent. Et quand je rentre chez moi, un jour ou deux après, dans ma boîte aux lettres, il y a ce recueil de nouvelles qui est là, et je découvre. Je dis, mais Thierry Wertz, c'est qui? Madame, monsieur, quand je tape Thierry Wertz sur Google, je tombe sur ce magistrat qui, lors des attentats, prenait la parole, il était le porte-parole du parquet fédéral. Je dis bingo, c'est de là que je le connais. Mais je n'avais pas fait le rapprochement, parce que sur ses apparitions publiques, il avait toujours des lunettes noires. Hein. Oh, moi je le voyais ici avec des fines lunettes, ou tout souriant, vraiment pas figé, quoi. Donc voilà. Et pour revenir à l'ouvrage de cet auteur belge méconnu, hein, méconnu, parce qu'encore une fois, bon, ça c'est les auteurs belges, ils ne se bougent pas peut-être, mais disons, ils n'ont pas le temps, mais voilà, donc il a retiré d'une de ses nouvelles, cette petite histoire-ci qui est, tout compte fait, une jeune fille se retrouve devant un juge, le papa va arriver menotté, pourquoi? Il aurait assassiné la maman. Donc le juge est en train de soupeser tout, il y a eu procès, le papa est condamné, il reçoit la jeune fille parce qu'il veut savoir, tiens, que sont devenus ces deux personnages. Là arrive le roman qui s'appelle « Demain n'existe pas encore », et il veut savoir ce qu'est devenue la jeune fille quelques années après, et ce qu'est devenu le père quelques années après. Et on est parti dans un roman avec des rebondissements extraordinaires. C'est aussi une technique qu'emploie très bien, si vous le connaissez bien, c'est Vincent Engel. Vincent Engel qui avait écrit un tout petit ouvrage au départ qui s'appelle « Raphaël et Laetitia ». Mais on a surtout parlé de Retour à Monte Chiaro. Et puis il y a eu toute une série de romans où chaque fois des personnages rebondissaient, si bien qu'il a, au cours d'une carrière d'écrivain, fait une saga extraordinaire, qui, bien souvent, et comme je le disais tantôt, il a le malin plaisir à être manipulateur, c'est qu'enfin, dans les toutes dernières pages, il y a toujours un rebondissement où vous vous dites, c'est pas possible, quoi. Eh bien oui, c'est possible, bon seulement, et alors? C'est la fin, point final, vous avez une brique de 600 pages, et vous attendez le suivant. Et donc, il y a toute une série d'ouvrages aussi de cet excellent auteur, qui est donc Vincent Engel. Autre autrice ou auteur, je préfère auteur belge, que j'ai rencontré chez Filigrane. J'avais vendu, quand j'étais libraire, Le journaliste français, et d'autres ouvrages d'une nommée Thuyet Gan Nguyen. Et un beau jour, chez Filigrane, où on présente justement un ouvrage de Vincent Engel, il y a Marc Philipson qui dit, nous avons parmi nous, et ici, Madame Gan Nguyen, Thuyet Gan Nguyen. Je dis, mon Dieu, pas possible, je vais pouvoir enfin la rencontrer. Et je rencontre cette dame, je me présente, je dis, j'ai été libraire, j'ai bien vendu votre livre, patati patata. Ah, me dit-elle, mais justement, je viens de sortir un nouvel ouvrage, et voilà. Et c'est comme ça qu'elle est devenue une amie, elle est venue chez moi ici aussi, on a fait une causerie que vous découvrirez sur la page Mes causeries avec, et voilà un petit peu les contacts que j'ai, des contacts privilégiés avec des auteurs, avec des éditeurs, avec des lecteurs, et retrouver Madame Rosy était pour moi quelque chose d'extraordinaire, et lorsqu'elle m'a proposé de me joindre à vous pour cette réunion, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes? Moi, je n'ai pas l'habitude de parler si longtemps. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à me poser, mais il y en a 1001 encore que je pourrais vous répondre. Mais allez découvrir ma page Facebook qui est Willy Lefebvre, ou bien alors mon blog qui s'appelle Les plaisirs de Marc Page. Marc Page, je reviens à cette histoire-là. Marc Page, pourquoi Marc Page? Lorsque j'ai écrit dans Ubupan,
je ne voulais pas signer des chroniques du nom de Willy Lefebvre, et en parlant avec John Alexander, je dis, mais écoute, un pseudonyme, mon père s'appelait Marcel Lefebvre, quand il signait toujours Marc Lefebvre, donc le Marc était là, mais comme libraire, on mettait toujours, en plus de la couverture au bouquin, on mettait toujours un marque-page dans les ouvrages. Bingo, marque et page n'ont fait qu'un, ça faisait marque-page, donc c'est devenu mon pseudonyme pour l'écriture et pour la signature des rubriques. Voilà. Monsieur Lefebvre. Je vous écoute. Tout le monde était tout suivi et il y a Françoise qui vous a présenté qui veut prendre la parole. Ah oui, Monsieur François. Lefebvre, En jaune. voilà, j'ai deux questions à vous poser. La première, Oui. si on vous parachutait sur une île déserte et que vous deviez choisir un bouquin, lequel choisiriez-vous? Je reviens à mon ouvrage ici, qui est des mots de contrebande. Et n'importe quel autre, un ouvrage que je pense que vous connaissez et que nous n'avons peut-être pas les mêmes affinités. Non, en effet. Voilà, mais heureusement, c'est ce qu'il y a de bien. Je vais dire pourquoi des mots de contrebande, parce que dans n'importe quel ouvrage de cet auteur-là, si je veux, à chaque page, je souligne deux phrases minimum, chaque fois. Et disons, il ne fait pas que raconter une histoire, mais il soulève chaque fois une réflexion qui est là et qui moi, m'emporte, qui fait que la réflexion est là, je la souligne, et je suis parti pendant 5-10 minutes, un quart d'heure, à discuter, si je suis avec un ami, de ce que je viens de souligner. Donc, incontestablement, Madame Rosy, je reviens toujours, voilà. Maintenant, je vais mettre, il y a une petite question, je mettrai aussi sûrement un ami pour qui j'ai beaucoup d'amitié, enfin oui, j'ai beaucoup d'amitié, et surtout qui vient passer par le chat de l'aiguille, vous le verrez sur ma page Facebook, c'est le nommé Maxence Fermine. Maxence Fermine, souvenez-vous, Madame Rosy, il a écrit Neige, le violon noir, l'apiculteur, ceci, cela. Bon, ce monsieur, le Covid lui a mis le grappin dessus. Il est passé, je vais dire, partout, tout ce qu'on peut imaginer. Heureusement, il est toujours avec nous. Mais il a tenu chaque jour une page comme auteur, je vais dire, c'est très émouvant à lire. Et chaque jour, en commentant dans la presse française, dans la télévision, on parle évidemment de cette expérience que Maxence Fermine a eue. Donc je mettrai en 2 Maxence Fermine. Et sûrement en 3, on est en train de piquer une voiture quelque part. Et je mettrai en 3, alors je mettrai en 3, allez, Laurent Godet. Voilà. Madame Rosy, ou bien... Quand on parle pas, je parle pas à vous, Monsieur Lefebvre, mais à tous les autres, quand on parle pas, éteignez vos micros juste. La caméra, encore une fois, je fais appel à tout le monde, comme Monsieur Lefebvre voudrait nous voir, si ça vous gêne pas que ça soit enregistré, mettez tous vos caméras. Si ça bug, je vais vous dire de les enlever, mais est-ce qu'il y a d'autres réactions? Je ne vous entends pas, Madame Rosy. J'avais ma deuxième. Chaque fois qu'on se voit, et on ne se voit quand même pas si souvent, une fois je partais à Istanbul, vous m'avez dit il faut lire Orhan Pamuk, qui a écrit un livre extraordinaire sur Istanbul. Je l'ai lu, j'en ai lu plusieurs suite à ça. La dernière fois, on a parlé de voyage, vous m'avez dit vous ne connaissez pas Sylvain Tesson? Je dis non. Depuis, je n'arrête pas d'en lire, je suis donc vraiment tombée sous le charme de son style, de son écriture qui est magnifique. Ah oui. D'où ma question, si nous, on est à notre niveau, c'est vrai qu'on soit grand lecteur ou pas, quel est pour vous le ou les 2-3 livres monuments qu'il faut avoir lu dans sa vie? J'ai relu Le Comte de Monte Cristo. Je veux dire, je l'avais lu étant jeune. J'ai relu Jonio aussi. Il faut découvrir aussi L'homme qui plantait des arbres. C'est extraordinaire. Je lirai quelque chose de plus dur, c'est les ouvrages de Yasmina Khadra. Le parcours de ce... avec l'attentat et les autres aussi. Je veux dire, voilà des gens qui ont vécu quelque chose, qui ont traversé, je vais dire, toute une époque. Il a eu sa tête mise à prix, il a dû fuir. Bon, maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais disons, voilà, pour moi, ce sont des grands personnages.
Un autre personnage que j'aime bien aussi de par son expérience de vie qu'il a eue, c'est Jean-Christophe Ruffin. Ah, j'adore. Ruffin est un homme extraordinaire. En son temps, j'ai lu l'unique livre qu'elle avait fait, c'est de Ingrid Betancourt. Le nom du titre, voilà, bon, elle a été presque présidente de son pays, elle a dû fuir aussi, elle a été enlevée pendant un an ou un an, plus d'un an je pense, et voilà quoi. Donc, voilà, vous savez, ça dépend aussi, vous me posez une question à brûle pour point, il y a tous les grands classiques dont on a entendu parler, mais encore une fois, il y a tellement d'autres choses aussi, qu'il y a des livres qui vous marquent. Ne fût-ce qu'une phrase peut vous marquer ou changer votre vie. Hein. Quand par exemple, je vais le prendre derrière moi, ça va aller très vite. Voilà, voilà. Attendez, voilà. La grand-mère de Jade, Frédéric de Gelt, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet ouvrage-là, Madame Rosy, mais disons, lorsque vous êtes libraire et qu'à un moment donné, vous sortez d'un carton un livre et que vous tombez là-dessus sur un baiser mais à tout prendre, qu'est-ce? Un serment d'un peu plus près, une promesse. C'est un secret qui prend la bouche pour oreille, une façon d'un peu se respirer le cœur et d'un peu se goûter au bord des lèvres l'âme. Mais on me demande, mais monsieur, comment avez-vous retenu? Alors je me penche vers la personne qui accompagne la personne qui me pose la question et je lui montre la page. Évidemment, on retient très vite la page 69, n'est-ce pas? Frédéric de Gelt, la grand-mère de Jade, c'est chez Actes Sud. Mais voilà, un livre qui vous marque. Il y a d'autres histoires à raconter autour de ce bouquin-là, quoi. Des bons livres, il y en a beaucoup. J'ai eu la chance de découvrir encore dernièrement un monsieur, donc je l'ai rencontré, c'est un peu avant la foire du livre. Monsieur élégant, très bien mis, belle personne et tout, et qui timidement vient présenter son ouvrage. Je découvre que ce monsieur a été gouverneur de sa province. Il a toujours pris la parole devant une foule de gens, mais se retrouver devant, entre guillemets, des spécialistes de l'édition de la littérature, ça l'avait un peu intimidé. Donc, j'ai découvert et j'ai lu ce que ce monsieur a écrit. C'est le Cahier orange de Bernard Capras dans une maison d'édition belge, Weyrich. Un ouvrage extraordinaire. Ce n'est pas une histoire qu'il raconte, c'est toute une émotion qu'il raconte. Nous sommes aux États-Unis. Les parents décèdent dans un accident de voiture. Un des deux frères qui est avocat va dans la chambre de la maman, il y a un coffre, on ouvre le coffre. Un carnet orange, il l'ouvre, et là il découvre, je vais dire, le journal de sa maman, lorsqu'elle était jeune. Il ne sait pas encore que c'est le journal de la maman, il se dit, tiens, elle a inventé quelque chose, mais il est intrigué. Ça se déroule dans les Ardennes belges, dans un petit village ardennais, et on découvre l'histoire d'une jeune femme pendant la guerre 40-45. Incroyable. Si bien que quand le jeune avocat revient chez lui, il décide d'encore envoyer un détective en Belgique pour aller gratter un peu plus loin, et là ils vont découvrir des choses inimaginables, mais je ne vais pas aller plus loin, mais si vous avez le temps de la lecture, ça s'appelle le Cahier orange de Bernard Capras aux éditions Weyrich. C'est une brique qui fait 300-400 pages, mais voilà encore un coup de cœur qui est extraordinaire. Un autre coup de cœur que j'ai aussi, je n'ai pas l'ouvrage sous les mains, sinon que... Si, il est là. Il est là, je pense. Attends. Il faut vous dire que mon fils habite le Pérou. Il habite à Lima. Donc quand un ami belge, qui s'appelle Michel Torrekens, a écrit cet ouvrage aussi, L'Hirondelle des Andes, évidemment, je ne pouvais que me précipiter dedans. Heureusement, Michel Torrekens, je le connaissais. J'ai déjà lu de lui un ou deux livres, mais le troisième ouvrage ici est d'une écriture ciselée
Et toute l'émotion de l'ouvrage tourne autour justement d'une jeune femme maintenant, dont la maman a quitté la famille ici en Belgique pour aller au Pérou. La question est, pourquoi n'est-elle jamais revenue? C'était à l'époque, je vais dire dans les années 70-80, où il y avait, je vais dire là-bas au niveau politique, des choses horribles qui se passaient. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, il faut le découvrir. L'Hirondelle des Andes, Michel Torrekens, qui habite dans la région de Jean-Blou, par là, oui, je pense, oui. Mais donc c'est édité, ça, chez Zelige. Bon, voilà. Donc, vous voyez, des coups de cœur, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est rencontrer un auteur, c'est discuter avec lui, mais c'est surtout au départ l'écriture, la belle écriture. Ça, c'est important. Merci. Voilà, je vous écoute. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole? D'autres émotions qui sont réveillées, peut-être? Non. Vincent. Oui, je voudrais remercier M. Lefebvre. Franchement, je regrette, moi qui ne suis pas de votre club, je ne regrette pas du tout de m'être branché et il m'a vraiment donné beaucoup d'émotions. C'est gentil, merci. Petite question, monsieur Lefebvre. Oui. René, ici en ligne. Ah, René. René. À travers, on voit bien qu'on est dans un siècle, les siècles changent, les visions de la société, avec un grand S, des sociétés évoluent. Mais est-ce que le cœur de ceux qui écrivent évolue aussi, suivant les contraintes du temps? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'encore une fois, tout a déjà été fait, tout a déjà été dit, tout a déjà été écrit. Et si vous relisez les anciens, qui le tenaient déjà, d'autres anciens, on est vite du temps des Égyptiens, hein. On est vite dans l'Antiquité. Hein. Si vous voyez donc tout ce qu'ils ont écrit les philosophes, tout ce qui a été repris par Montaigne, tout ce qui a été repris par Montesquieu, tout ce qui a été repris par La Fontaine, c'est pas de la redite, mais c'est quelque chose. Le cercle tourne toujours dans le même sens, on a beau dire n'importe quoi, mais il tourne toujours, il oscille d'une façon différente, mais on n'a encore rien inventé. La seule chose qu'on peut avoir, je vais dire, de la part de quelqu'un, c'est non pas un autre regard, mais une autre émotion sur ce qu'il vit lui-même. Ça, d'accord. Mais un regard sur le monde, écoutez, bon, moi j'ai un grand-père qui a fait la guerre de 14-18, il y a eu 40-45, il y a eu plein de choses. On est en guerre, entre guillemets, pour le moment. On a quand même beaucoup de chance. Nous sommes toujours là. Nous avons le plaisir de nous réveiller chaque matin. Combien n'ont plus ce plaisir-là? Donc, je vais dire, jouissons de la moindre petite chose qui nous entoure, et ça, c'est parfait. Je vais demander un verre d'eau. Je souhaitais vous remercier Oui. de m'avoir donné envie de Merci. lire d'autres livres que ceux que je lisais d'habitude quand je me rendais dans votre librairie à Knock. Il y avait d'abord toujours ce tableau qui reprenait vos coups de cœur. Déjà en quelques lignes, ça donnait une première idée Madame Van Espen, oui. de ce à quoi on pouvait s'attendre. Ça Attendez. donnait envie. Oui, Et vous permettez, ça madame, parce que moi, livre que je n'aurais pas lu autrement. je vais vous reprendre dans 2 minutes parce que j'ai un petit souci technique. Je travaille sur la batterie et je vais remettre la prise. Vous permettez? Ah, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, vous êtes de retour, monsieur. Oui, voilà. Je suis là, madame Van Espen. Brigitte, non, c'est Brigitte qui posait la question. Ah non, c'est pas Myriam qui me parlait tantôt. Non. Ah bon, Non, pardon. Pardon, Alexandre, pardon. Alors, Ceux qui ne Brigitte, parlent pas, s'il vous plaît, La- mettez vos micros en muet. s'il vous plaît. madame Brigitte, où est-elle passée, madame Brigitte? Brigitte est ici et voulait simplement vous remercier. Ah d'accord, voilà. Oui, vous êtes en tout petit sur l'écran. Le tableau suscitait l'intérêt vers Ah, des livres qu'on ne lisait pas toujours d'office. Et il y avait toujours moyen d'en discuter avec vous, ce qui était toujours intéressant. Ouais, mais c'est ça un petit peu, c'était le but du tableau, quoi. Donc c'était le coup de cœur.
le coup de cœur de mon collègue, de sa fille ou de moi-même. Voilà, mais c'était très apprécié, effectivement. C'est quelque chose qui a pris cours vers 2005-2006, ça. Oui. Voilà. Merci. Merci beaucoup, madame. Il y a d'autres interventions. Moi, Il y a Vincent. Je pensais que tout le monde était déjà sur Amazon en train de chercher vos livres, mais monsieur Lefebvre. Ah bon? Surtout pas Amazon. Non, mais moi, je n'écris pas, moi, je lis. Hein. Cher monsieur, si je peux vous poser cette question, vous avez arrêté pour quelle raison? Chez Cormand, monsieur. Chez Cormand, j'ai arrêté pour 2 raisons. Un, question santé, je devais me faire opérer de la hanche, donc je devais solliciter un congé de maladie, entre guillemets. 2, ce que j'ai découvert par après, c'est que ceux qui étaient propriétaires, suite au décès d'Alain Cormand, qui était propriétaire dans la librairie, vivaient dans la Drôme. Et avaient cette charge de la librairie de venir voir ce qui s'y passait après avoir fait plusieurs centaines de kilomètres. Donc ils préféraient se retrouver dans la Drôme que de venir dans cette librairie qu'ils avaient héritée. Et tout compte fait, ils ont eu l'occasion de la vendre à Mark Philipson. Donc, entre guillemets, moi j'étais une charge sociale, donc il fallait assainir un petit peu la société. Donc le patron et sa fille ont gardé la librairie pendant quelques mois, le temps de présenter un bilan qui tenait la route, sans ma charge sociale. Ça, c'est ce que j'en ai déduit par après. Hein. Et voilà, donc je me suis retrouvé de toute façon à l'âge de la pension à ce moment-là. Donc ça tombait très bien. Donc c'est pour ça. Bien rebondi. Vous avez bien rebondi plutôt. Ah, je m'ennuie pas, hein. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient encore peut-être partager vos émotions par rapport à un livre? Je vous dis, monsieur Lefebvre, les livres de Jacob de madame Tokarczuk. Ah d'accord, c'est noté. Je vais vous envoyer par intermédiaire de Françoise le titre. D'accord, c'est parfait. Je pense que vous allez être touché. Oui, ça je pense, mais je suis toujours très curieux. Je suis très curieux aussi de découvrir ça. Et attention, la prochaine fois que j'irai à Braine-l'Alleud, je devrais sûrement subir l'interrogation de madame Rosie, hein, pour savoir, et alors, comment l'avez-vous trouvé? Donc vous aurez sûrement des retours. Mais ce ne sera pas avant fin de l'année, j'espère, madame Rosie. Non, j'espère qu'on aura l'occasion de s'entendre d'ici là. Hein. Oui. Et j'espère aussi qu'on vous reviendrez nous parler, mais vraiment de vive voix, parce que maintenant c'est quand même un peu spécial. Donc j'ose espérer que quand ce foutu Covid nous aura lâchés, Oui. on aura peut-être l'occasion de vous réinviter avec d'autres sujets. Voilà, ça, le président va changer l'année prochaine. Ce sera une présidente, et puis encore un président, et puis on en reparlera, rassurez-vous. Mais alors moi je vous suggérerais un petit peu ça, c'est que je sois accompagné d'un ou 2 auteurs belges. Parce que là encore vous auriez encore, parce que j'ai des amis qui sont des amis méconnus, ou bien ce sont des grandes pointures, mais qui, il faut les prendre par la peau du dos, ça je le couperai parce que je ne vais pas mettre ça, mais il faut les prendre par la peau du dos, ce sont des gens qui sont chez eux, ils écrivent des choses magnifiques, mais ce qui compte pour eux, c'est leur rame de papier, leur carnet écrit. Que ce soit édité ou pas édité, ils n'en ont que faire. Et j'en ai un comme ça, ici aussi, qui est extraordinaire, qui s'appelle « Où va la lumière morte ?» Où va la lumière morte? C'est d'un certain Pierre Morlaix qui a écrit ça. C'est sublime, c'est une série de c'est 6 nouvelles, ça fait environ 111 pages. Et chaque nouvelle se termine toujours par « Où va la lumière morte ?» On fait un bond au IIIe siècle, et là on va découvrir un petit peu tout ce qui était le monde de l'époque autour de la Méditerranée, c'est surprenant. Où va la lumière morte? Et bien voilà quelqu'un, vous n'en entendrez jamais parler, sauf si on organise une réunion, on vient, et par surprise, on lui donne la parole, alors là, évidemment, il se lâche. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va chercher à rencontrer un public. Ce sont des gens qui sont très réservés souvent, hein. Donc c'est ce genre de personnage-là que j'aimerais vous rencontrer ou qui pourrait m'accompagner. Je leur propose, ils seraient sûrement enchantés. Ça ne dépend pas de moi, mais je sème l'idée. Je sème l'idée au président, il y a tout le staff, quoi. Voilà. Il y aurait d'autres personnes qui voudraient prendre la parole. Ça ne semble pas les cas. Ça ne semble pas être les cas.
bon, j'ai commis une grave erreur en disant que, après avoir pris les notes de tous les livres que je fais d'ailleurs moi-même, que nos amis sont en train de chercher sur Amazon, pour un ancien libraire, dire qu'on cherche des livres sur Amazon, c'est un sacrilège, certainement. Moi, ça me dérange pas, savez-vous. Ça me dérange pas, parce que là où... Ça me permet quand même, pendant ce temps-là, si vous voulez, de toujours commander des livres pendant ces quelques mois. Donc, écoutez, il je pense qu'on fait un faux procès à Amazon, encore une fois. On fait un faux procès, je vais dire, à beaucoup de choses, parce que le fin fond des choses, c'est quoi? C'est, on oublie bien souvent, c'est l'auteur. C'est le petit minus qui gagne le moins dans l'histoire. Alors, si on court-circuite un distributeur et un libraire, parce que, allez, ça, il faudra vraiment que je coupe, hein, parce que je ne peux pas dire ça en public n'importe comment. Lorsque vous êtes auteur, que vous avez écrit quelque chose, que vous avez mis vos deniers, les deniers de la famille pour faire ce qu'on appelle de l'auto-édition, et que vous allez trouver un libraire en disant, voilà, j'ai auto-édité un ouvrage, ceci, cela, ah, vous êtes auto-édité, donc vous êtes déjà un minus entre guillemets. Là, c'est déjà mauvais pour celui qui a écrit. Deuxièmement, lorsque l'ouvrage a été vendu, vous devenez le mendiant, à aller chercher, ah oui, oui, mais on ne sait plus ce qu'on en a fait. Sur les libraires, encore, j'ai ma façon de penser. L'auteur ne doit pas être un mendiant, que du contraire, l'auteur devrait être mieux considéré par le libraire. Parce que si l'auteur n'existait pas, il n'y aurait pas de réseau de distribution, il n'y aurait pas de libraire non plus. Donc, qu'on oublie le réseau de distribution, qu'on oublie le libraire, au moins pensons plus à l'auteur. Et que vous l'ayez par Amazon, par un cadeau, par n'importe quoi, l'auteur ne demande qu'une chose, c'est d'être lu. Le circuit de distribution, ce n'est pas notre problème. Est-ce que vous vous en faites pour le boucher ou bien est-ce que vous vous en faites pour le marchand de légumes qui n'a pas vendu son cajot et que sa femme doit faire des confitures toute la nuit? Non, hein, on ne s'en fait pas. Ne vous en faites pas pour le libraire. Il a la meilleure part du gâteau, le distributeur a la meilleure part du gâteau. Pensez plus à l'auteur qui a passé des jours et des nuits à écrire, à faire corriger par sa femme ou des amis et à enfin faire quelque chose. Ça, c'est principal. Voilà. C'est un coup de gueule que je fais, hein, mais voilà. Merci, je pense que vous avez allégé un peu la conscience de ceux qui ont dernièrement profité beaucoup d'Amazon et qui se font blâmer par leurs amis en disant non, tu dois aller dans la petite librairie du quartier, sinon ça ne va pas du tout. Bon, moi je considère que bon, voilà, ça rend service quand même. Autre chose, et puis je vais terminer là-dessus. Allons une fois sur n'importe quel site d'éditeur, monsieur, chez Albin Michel, chez Grasset, chez n'importe qui. Ces gens vendent en direct, vous avez toujours panier, vous pouvez acheter, être livré par eux aussi. Donc voilà aussi un éditeur qui court-circuite aussi bien la distribution et le libraire. On n'en parle jamais ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un tollé incroyable de la part des distributeurs ou des libraires en disant « Éditeur, vous ne vendez pas en direct ». Et ils le vendent quand ils le vendent, et là on ne dit rien. Voyez-vous, là aussi il y a beaucoup de... Non, pensons à l'auteur. Ça c'est le principal. La distribution, oublions. Donc Amazon, si vous avez... Oui, oui. Juste pour vous dire qu'il y a Marie qui est à Washington, qui doit nous quitter pour une réunion, mais qui nous a envoyé un message en disant que votre bibliothèque derrière l'a bien inspirée. Donc je pense que... Bon, mais quand elle vient à Bruxelles, si elle vient à Bruxelles, elle sera la bienvenue. Parce que... Voilà Marie, il y en a partout, hein. À venir maintenant. Il y en a partout, hein. Merci Marie d'être venue nous voir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient... Bon après-midi à Washington, bon courage. Et puis est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole sur ce que M. Lefebvre nous a présenté? Oui, non? Ben, écoutez, je vais donner la parole à Vincent. Je vous remercie à mon nom propre. Et puis je laisse la parole, je reviendrai à la fin, mais merci monsieur Lefebvre. Merci beaucoup de m'avoir reçu et écouté. Monsieur Lefebvre, oui. Merci de nous avoir fait découvrir votre passion. J'ai retenu quelques phrases qui me venaient en vous écoutant. Vous êtes un passeur de passion. Une bonne analyse des caractères aussi.
le vrai conseil, la plus-value du libraire ou de l'amateur de livres, vous l'avez et vous nous transmettez cette passion. Vous êtes tombé dans la marmite, peut-être pas quand vous étiez petit, mais... Si, je les ai encore tous là, cher monsieur. Oui, écoutez, c'est Henri Bosco, c'est l'enfant et la rivière, c'est le renard dans l'île, si, tout jeune. J'ai toujours ma première petite bibliothèque. Donc vous êtes comme Obélix, vous êtes tombé dans la marmite quand vous étiez tout petit. Et ça se ressent. Ce qui se ressent aussi, c'est le fait que vous soyez accessible comme conseiller en livre. Vous donnez l'impression qu'on fait tous partie de la même famille, de l'envie de lire. Vous ne partez pas dans des grandes théories intellectuelles excessives. Vous faites parler vos sentiments et vous donnez la passion et l'envie de lire. Donc pour ça, nous vous remercions. Je fais un petit coucou à Françoise de nous avoir fait, parce que c'est une grande lectrice. Hein, quand même, Oui. Elle est modeste, mais je crois qu'elle avale un nombre de livres qui nous dépasse tous. Et donc, je les remercie de vous nous avoir fait connaître. Donc, j'ai regardé une phrase. Il paraîtrait que j'avais lu dans les phrases, mais je ne sais plus exactement la phrase exacte, mais qui disait que les citations n'étaient que l'ersatz du livre ou de la lecture. D'en prendre une partie n'était pas le fondement et l'âme du livre, si vous voulez. Donc je vais vous faire lire une citation, mais je ne voulais pas qu'il n'y ait pas d'âme, si vous voulez. Voilà. La vertu paradoxale de la lecture est nous abstraire du monde, pour lui en trouver un sens. Daniel Pénac. Oui. Très beau, hein. Voilà. Donc, grand merci pour cette passion. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur Lefebvre, c'est ainsi que nous achevons normalement nos réunions. Je ne sais pas si vous voulez encore réagir avant que je mette fin à notre vidéoconférence. Écoutez, j'ai passé, je ne sais pas, je pensais, c'est 20 minutes que nous avions dit. Oui, je pense qu'on les a dépassés. Donc j'ai passé une agréable soirée en votre compagnie et évidemment, comme toujours, elle peut durer 3 fois plus longtemps. Hein. Donc je serai content peut-être de répondre à une de vos invitations lorsqu'on pourra se voir de visu. Merci encore. Ce que je vais ajouter, c'est plus de l'ordre interne pour vous rappeler juste que le thème de la prochaine réunion, c'est la présentation de Dignity Dreams par Sharon Gordon, la présidente de Dignity Dreams. C'est Daniel qui organise cette rencontre. Le prochain accueil et compte rendu sera assuré par Joe Chélan. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à toutes et à tous d'être venus. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Au revoir. Bonsoir. Bonne soirée. Soyez courants. 1,